Chers amis, shalom, comment allez-vous? Eh bien, on se trouve maintenant euh, la veille du grand jour, la veille du jour I, du jour de l'indépendance, durant un jour qui n'est pas moins grand, le jour de commémoration des soldats tombés depuis le milieu du 19e siècle, on en a déjà parlé, jusqu'à nos jours, à la défense d'Israël. Plus de 23 000 soldats, tout le monde connaît les chiffres. Ce n'est pas un secret, ils sont publiés. Ils sont là et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui avec derrière les coulisses de ce qui s'est passé, pas seulement le jour de l'indépendance, mais les quelques jours qui l'ont précédé. On sait que le 12 mai 1948, il y a eu un vote décisif dans ce qu'on appelle l'administration nationale, Min'elet Ha'am, qui était le précurseur de ce qui serait le gouvernement d'Israël, c'est-à-dire que durant le mandat, eh bien, c'était l'organe exécutif du, du Yishuv, des Juifs qui habitaient dans le Yishuv. Je vous rappelle, on était à l'époque un peu moins de 650 000. Alors, il y a eu un vote et il y a eu beaucoup de débats sur la déclaration d'indépendance, sur l'indépendance, même parce que la conjoncture était très, très difficile, tant au Proche-Orient, autour d'Israël, que la conjoncture internationale était loin d'être favorable en apparence à l'indépendance. Donc, il y a eu un vote. Il y a eu un vote le 12 mai et le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats entre les historiens sur quoi porter le vote. Au vote étaient présents 10 personnes, 10 sur 13 représentants des différents partis dans cette administration nationale. Et la majorité des voix là-bas, 4 sur 13 appartenaient au parti Mapai de Ben Gurion, Mifleget Poalei Eretz Israël, le parti des ouvriers de Eretz Israël. 2 voix appartenaient au parti sioniste, socialiste, marxiste Mapam. Et puis, il y avait encore des voix qui appartenaient aux partis religieux, tant parti national religieux, le Mizrahi, que le parti orthodoxe, Agudat Israël. Et il y avait des partis centristes. Un parti n'était pas représenté là-bas, c'était le parti de Menachem Begin, le parti qu'on appelait, il a changé beaucoup de noms, mais à l'époque, révisionniste, il allait prendre pour nom Cherut. Lui, il n'était pas représenté là-bas. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quels étaient, sur quoi porter le vote. Il y a une version d'après laquelle le vote a porté sur le fait même de la déclaration d'indépendance, déclarer ou ne pas déclarer. Et le deuxième, eh bien, il dit non, 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 ça portait sur toute autre chose. Le sujet essentiel, c'était est-ce que dans notre déclaration d'indépendance, il fallait aussi parler des frontières de l'État juif. Ce n'est pas seulement de son bien fondé, pas seulement de sa légitimation, pas seulement de l'historique qui a précédé, lointain, proche, etc., etc. Non, mais est-ce qu'on doit dire en plus du fait que ce sera un État juif, on doit aussi dire que ce sera un État dans telle ou telle frontière. Quelle frontière? Eh bien, naturellement, les frontières qui étaient définies par la résolution 181 de l'ONU le 29 novembre 47,
qui divisait le pays en trois tranches découpées les unes des autres, mais qui étaient quand même des frontières. Eh bien, selon cette seconde version, eh bien, ce qui est dit, par exemple, comme l'historien Benny Morris ou d'autres, etc., eh bien, il est dit que non, c'était clair qu'on allait déclarer l'indépendance, mais ce qui n'était pas clair, c'est est-ce qu'il faut aussi préciser dans quelles frontières prendra forme l'État juif, l'État hébreu. Eh bien, prenons d'abord la première version. La première version sur déclarer ou pas déclarer. Ou pas déclarer. Eh bien, il faut savoir que à ce moment, à ce moment, aux États-Unis, par exemple, le département d'État était farouchement opposé à l'indépendance juive. Il a fait volte-face par rapport au vote du 29 novembre. Il a vu que le département d'État formé essentiellement d'arabistes, de personnes qui ont été consuls, ambassadeurs dans des États, dans les États arabes. Le département proche-oriental est formé essentiellement jusqu'à présent d'ailleurs d'arabistes proches de la position arabe. Ils disent écoutez, nos intérêts, tant économiques que politiques, à tous les niveaux internationaux, c'est de prendre la cause du monde arabe qui s'oppose à l'indépendance, souveraineté israélienne. On doit être avec eux. En plus de cela, un rapport de la CIA qu'on peut même encore trouver sur Internet qui dit que les chances de survie de l'État juif, mal armé, mal formé, faible en nombre, faible en territoire, après la Shoah, eh bien, ce sont des chances minimes. Les armées arabes sont armées par l'Angleterre, formées par l'Angleterre en partie, la Jordanie, entre autres, elles entourent l'État juif. Elles sont une fois la déclaration de l'indépendance déclarée, eh bien, ils vont s'abattre sur l'État nouveau-né. Et les chances de survie, eh bien, elles sont très faibles. Lorsque l'administration nationale invite, lors de ses délibérations, Igal Yadin, qui était de fait le chef d'état-major, eh bien, il dit que, bah, écoutez, c'est pas facile. D'un côté, effectivement, nous avons remporté la victoire jusque-là. Nous avons repoussé toutes les attaques des Arabes de l'intérieur et de ce qu'on appelle l'armée de salut, d'irréguliers arabes qui sont venus de différents pays avoisinants. Cela dit, tenir tête aux, aux armées arabes, d'autant plus qu'on sait que l'armée jordanienne est en passe de conquérir les quatre yeshuvim. Encore une fois, j'y reviens parce que ça a une importance pas seulement locale, mais nationale. Les quatre yeshuvim de Gush Etzion, bien c'est la première fois que des yeshuvim sont en train de s'effondrer, de céder, d'être abattus par des Arabes. Et pourquoi? Parce que ce sont plus des irréguliers, ce sont plus des villageois qui ont pris les armes, qui se sont entraînés à droite, à gauche, et puis qui passent à l'attaque. Non, c'est une armée bien armée, bien entraînée et qui est là. Donc ça aussi, ça fait peur. Donc lui, il dit que les chances, elles sont moitié-moitié. Les chances, elles sont 50-50. En plus de cela, le futur ministre, le responsable aux affaires étrangères, celui qui est à la tête de ce qu'on appelle le département politique de l'administration nationale, le futur ministre des Affaires étrangères, Moshe Charet, il revient de New York et puis il y a la fameuse histoire où
Euh, il raconte à Ben Gurion, il se voit à deux uniquement, aux quatre yeux, avec David Ben Gurion. Ben Gurion lui répond, non, ok, raconte ce qui se passe, quelle est la conjoncture, qu'est-ce qu'ils veulent aux États-Unis, aux Nations Unies, etc. Et Moshe s'arrête de dire, bah, écoutez, la situation n'est pas facile. Nous jouissons d'aucun soutien dans le département d'État, parmi beaucoup d'autres États aussi, pas seulement aux États-Unis, etc., etc. Sur ce, Ben Gurion lui pose la question, et toi, quel est ton avis? Est-ce qu'on doit déclarer? Est-ce qu'on ne doit pas déclarer? Alors, Moshe s'arrête de répondre, ben, d'écouter, moi, je pense qu'on peut attendre. Je pense qu'on doit encore attendre un peu. Il n'est pas temps, c'est pas très, très favorable. Sur quoi Ben Gurion prend la clé du bureau où il se trouve, ferme la porte. La clé, il lui dit, écoute, cher Moshe Charette, maintenant nous allons passer à la chambre où nous attendent, au cabinet où nous attendent les membres de l'administration nationale. Tu vas tout leur dire, tout ce que tu m'as dit, sauf une chose. C'est ton avis quant au bien fondé de la déclaration d'indépendance le 14 juillet, le 14, pardon, le 14 mai. Et, si je te laisse sortir à une condition, que tu me promettes de ne pas dire ton opinion, juste de manière objective, dire ton impression de ton séjour aux États-Unis, et puis ton opinion, ensuite, tu la gardes pour toi. OK. Et c'est ainsi qu'ils rejoignent les membres de l'administration du futur gouvernement national. Puis il y a un vote, 5 contre 4 pour l'indépendance. Ça, c'est la première version. La seconde version, c'est que l'indépendance, elle était acquise. Pourquoi? Parce que Ben Gurion était pour, son parti était pour, il avait la majorité promise à l'administration. Donc, sur quoi est-ce que portait le vote? Eh bien, sur les frontières. Sur les frontières. Ben Gurion, il y avait, bon, le cabinet se partageait entre, on peut dire, formalistes et antiformalistes. Les formalistes, ils disaient non, 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 tout doit être dit. Le maximum de ce qu'on peut dire doit être dit dans la déclaration d'indépendance. Ça a commencé naturellement par les frontières. Et on parle d'État juif, on parle de souveraineté, mais où est-ce qu'elle va avoir lieu? Ben Gurion s'y opposait farouchement. Pourquoi? Parce qu'il voyait venir que ces frontières, elles sont indéfendables et que on avait de très grandes chances d'élargir de beaucoup ces frontières durant la guerre et ensuite fixer les frontières qui seront déjà beaucoup plus vivables, beaucoup plus soutenables, beaucoup plus larges avec toute la Galilée, avec toute la plaine méditerranéenne, y compris Jaffa qui devait faire partie d'un couloir international entre Jérusalem et Jaffa, y compris tout le Negev, y compris Beersheba qui était sorti du mandat, y compris comme on l'a vu hier, Eilat, Rashrash, un maximum devait être intégré. Donc ça, c'est selon la seconde version. Seconde version. Euh, euh, il y a eu au sujet de la déclaration d'indépendance énormément de débats. Pas seulement est-ce qu'il faut y fixer les frontières, mais est-ce qu'il faut, je donnerai un exemple peut-être le plus célèbre, quelle mention doit y être faite de Kadosh Baruch Hu. Les partis marxistes, socialistes, pour eux, la foi, eh bien, c'est l'opium des masses. Donc, il n'en est pas question que Dieu soit mentionné. Au contraire, voilà des années que pendant la Gada de Pessah, pendant le Leil Seder, eh bien, ils lisent leur Agada des kibbutzim où la place de Akadosh Baruch Hu est prise par
soit le tsabar, c'est-à-dire le juif né, produit de la terre d'Eretz Israël, soit le chayal, le défenseur, soit le palmachnik, peu importe, tout sauf Akadosh Baruch Hu, il n'est pas question de le mentionner. De notre côté, naturellement, vous avez les partis religieux, vous avez aussi Ben Gurion. Ben Gurion qui lui-même dit, écoutez, nous ne pouvons pas comprendre l'histoire juive si on ne comprend pas que Bechol Dor Vador Umdim Aleinu Lechalotenu Vakadosh Baruch Hu Metzilenu Miyadam. En citant la même Agada, que dans chaque génération, nos ennemis se lèvent pour nous anéantir et le Kadosh Baruch Hu nous sauve de leur main. C'est-à-dire, on ne peut rien comprendre lorsque l'historien britannique Paul Johnson, dans les années 50, arrive en Israël, arrive en Israël. Eh bien, Ben Gurion, la première qui le rencontre, naturellement, Ben Gurion aimait beaucoup rencontrer les intellectuels, les historiens, pas seulement pour des photos, mais pour véritablement leur poser des questions, les écouter, discuter avec eux. Il rencontre Paul Johnson, première chose qu'il lui fait, il prend un Tanakh, il lui donne un cadeau, voilà, prenez un cadeau de ma part, a present from Israel, Tanakh. Pourquoi? Parce que sans Tanakh, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux rien comprendre de l'histoire d'Israël. Les partis religieux, naturellement, ils étaient pour la mention de Akadosh Baruch Hu. Pour finir, on s'est mis d'accord à la juive. Pardon, il y a même eu un vote. Il y a même eu un vote. Est-ce que Akadosh Baruch Hu existe? Oui ou non? Mettez ce que veut dire, vos voix. Bon, on ne connaît pas le résultat du vote. Cela dit, on s'est mis d'accord pour signer la déclaration d'indépendance par les paroles Mitor Bitachon Betzur Israël, ayant foi dans le rocher d'Israël. Sur Israël, pour les gens du Mapam, pour les marxistes, sur Israël, c'est le rocher, c'est la métaphore, une hyperbole pour parler de nos exploits humains, naturels, de retourner, de conquérir la terre, etc., etc. Et puis bon, naturellement, pour les personnes religieuses, eh bien, Tzur Israël, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu. Donc bon, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord, très bien. Très bien. Sur beaucoup d'autres choses, on ne s'est pas mis d'accord. Pour finir, Ben Gurion a pris tous les brouillons de la déclaration et allait s'enfermer chez lui pour tout réécrire. Pour finir, on n'a eu même pas le temps d'accrocher, de dactylographier cette déclaration. Alors, on a accroché sur un parchemin et c'est ainsi que le vendredi, Erev Shabbat, Hei Be'iyar, 5 Iyar, se rassemblent les membres de l'administration, se rassemblent les membres du conseil, Moetzet Ha'am, c'est-à-dire une sorte de législatif, les 37 membres, ils se rassemblent au musée de Tel Aviv à 4 heures, et puis pour déclarer l'indépendance, pour lire la déclaration. Une fois la déclaration lue, se lève le représentant du parti Mizrahi, il récite la bracha Shechianu Vekiimanu Veigiyanu Lezman Azeh. On chante la Atikva et Ben Gurion déclare Kama Medina Israël Nigmera Yeshiva. L'État d'Israël a été fondé, la session est terminée. Tout cela dure 32 minutes. Une chose intéressante à relever,
c'est que nous avons déclaré l'indépendance 8 heures avant la fin officielle du mandat britannique. Le mandat britannique devait prendre fin le 15, mai, c'est-à-dire la nuit du vendredi 14 au samedi 15 à minuit. Et pour ne pas enfreindre, pour respecter Shabbat, eh bien, nous avons avancé de 4 heures. Chose très intéressante, vous comparez cela à notre sortie d'Égypte, eh bien, c'est très comparable après la plaie des nouveau-nés, des premiers-nés, eh bien, on se rappelle tous que Pharaon vient chez Moshe et dit, Allah, yallah, route, ça sortait immédiatement maintenant. Et Moshe dit, non, 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 regarde, effectivement, c'est plus tard dans la nuit, dans la matinée déjà, que nous sommes sortis, c'est-à-dire que pour finir, c'est nous qui décidons comment et quand exactement nous allons sortir, nous allons prendre et acquérir notre indépendance. Donc c'est cela qui s'est passé. Et ensuite, chacun revient et Ben Gurion de dire dans ses mémoires que tout le monde est parti en liesse, tout le monde. À Tel Aviv, à Jérusalem, on ne savait pas ce qui se passait, on était coupés. Bon, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui étaient au courant véritablement. Et lui, il est rentré dans son cabinet, il savait ce qui nous attendait. La guerre, l'attaque des 5, 6, 7 armées arabes, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, Irak. Il y avait aussi des formations algériennes, libyennes, saoudiennes qui étaient envoyées pour nous combattre. Cela dit, le bras droit de Ben Gurion, comment est-ce qu'il formule en quelques mots ce qui s'est passé? Il s'appelait Zeev Sherf, et il dit Et Atrusha Shafefa, comme il dit, Asinu et Avodatenu Karagil. Nous avons accompli notre travail comme d'habitude. Vekecholmim Ainu, et nous étions comme des rêveurs. Yamot Mashiach Igiu, les temps messianiques sont arrivés. Aketz le Shiabud Malchuyot. Fin de notre asservissement au royaume. Citation mot pour mot du Elchot Melachim du Rambam, Ein ben haolam hazeh leyemot hamashiach ela shiabud malchuyot bilvad. La seule différence entre nos jours et les jours du Messie, c'est notre asservissement au royaume de la terre. 11 minutes après, le premier État à nous reconnaître, c'est les États-Unis. Harry Truman, le président, contre l'avis de son département d'État, est le premier à reconnaître l'indépendance israélienne. Golda Meir, dans son autobiographie, eh bien, elle dit une fois la déclaration faite, je suis retourné chez moi, j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai vu deux choses. J'ai vu une chose, c'était les bombardiers égyptiens qui venaient bombarder Tel Aviv. Et puis, deuxième chose que j'ai vue, c'était le premier bateau, un bateau grec, avec des Olim Hadashim qui accostaient, qui jetaient l'ancre au port de Tel Aviv. Pourquoi? Parce que jusque-là était en vigueur le livre blanc britannique qui interdisait pratiquement toute aliyah. D'ailleurs, la première décision du gouvernement provisoire, l'administration nationale devenant, après le vote, le gouvernement provisoire de l'État nouveau-né, de l'État d'Israël, la première décision qu'ils ont prise, c'est d'abolir le livre blanc de McDonald's qui limitait, interdisait aliyah, rachat de terre, etc. Et donc c'est la réalité que nous décrit Golda Meir, une réalité contradictoire, mais une réalité qui nous dit deux choses. Qu'est-ce que c'est notre indépendance? L'indépendance, c'est le retour, et l'indépendance, c'est la responsabilité. Responsabilité, c'est de se défendre les armes à la main. Et maintenant,
je voudrais, je voudrais dire peut-être dans les minutes qui restent quelques mots sur le fond. Sur le fond, en fait, véritablement, qu'est-ce qu'on est en train de fêter? Là, dans quelques heures, le jour de commémoration va se transformer en jour d'indépendance et puis sortir en liesse dans les rues, non, parce qu'il va y avoir le couvre-feu, mais un sentiment intérieur de très grande joie, véritablement. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on fête? Alors, on peut dire top, je sais pas, notre retour, ok, le retour, mais c'est un retour qui a commencé bien avant l'indépendance. L'indépendance, on l'a dit, on était ici déjà 650 000, top. Peut-être que nous sommes en train de célébrer la victoire. La victoire, pourquoi la victoire? La victoire n'était pas atteinte le 14, le 15 mai 1948, au contraire, c'était le début de la phase la plus difficile de la guerre. La victoire, elle sera obtenue beaucoup plus tard, en mars, en mars 49, et puis les accords d'armistice seront signés encore beaucoup plus tard, jusqu'à l'été 49, à Rhodes, etc., en Grèce. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est en train de célébrer? Alors peut-être que nous sommes en train de célébrer la reconnaissance des nations du monde, parce qu'effectivement, on doit savoir que c'était ici un cas absolument unique. Lorsqu'on est sorti, unique dans toute notre histoire, plus de 3 millénaires, lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, le pharaon nous a dit, OK, sortez tous, bénissez-moi aussi, comme vous l'avez dit, mais il ne nous a promis aucune indépendance, aucun État, rien du tout. C'est-à-dire l'État, l'indépendance, nous l'avons conquise beaucoup plus tard avec Shaoul, surtout avec David Ameller, avec Shlomo. Le temple a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Et idem pour la deuxième, pour le retour de Babylone. Ce que nous dit Cyrus dans sa fameuse déclaration, ben bien sûr, repartez, revenez chez vous, et puis faites quoi? Construisez un temple. Il ne s'agissait aucunement de la nomination d'un roi. Il ne s'agissait aucunement du retour de la royauté juive. Non, c'était le retour du peuple, le retour du culte sur le temple, mais sans indépendance. Nous étions encore sous dominance perse, et ensuite ça a continué jusqu'à la victoire des Maccabées. C'est-à-dire qu'on voit ici que pour la première fois, il y a un accord international qui a été donné encore bien avant à San Remo, il y a exactement 100 ans et 2 jours, le 26 avril 1920, à San Remo, la Société des Nations, le précurseur de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, déjà a donné mandat à la Grande-Bretagne pour qu'il y ait ici un Beit Leumi, comment dire, national home, un État, c'était pas formulé de cette manière, mais un centre national juif, et cette position est réitérée dans l'ONU. Il y avait, lorsque la Société des Nations est devenue l'Organisation des Nations Unies, eh bien, il y avait là-bas une clause qu'on appelait expressément la clause de Jérusalem, qui dit que toutes les décisions prises par la Société des Nations, à commencer par cette clause, et eh bien, elles obligent, elles deviennent aussi des positions et des résolutions qui obligent l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est la première fois que nous voyons que les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, avec beaucoup d'autres, on obtient la majorité des 2 tiers pour un État juif. Le Rav Soloveitchik a dit que c'était un miracle et que c'était la seule fois dans l'histoire, durant l'existence des États-Unis et de l'Union soviétique, que
les deux blocs ont voté ensemble. Il n'y avait presque aucun autre cas, certainement pas d'une telle importance, où ils ont voté ensemble pour dire leur commun accord. Bon, cela dit, cela aussi, on ne le fait pas pendant l'indépendance. Pourquoi? Parce que c'était une décision qui était prise quelques mois avant cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour répondre à cette question, je voudrais citer deux personnes. Le premier, c'est notre auteur national, euh, Shai Agnon, condition que je le retrouve, bien sûr. Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, qui parle de, de cette nuit, de ce jour, et dit la chose, la chose suivante. La chose suivante, il dit comme ça. Bien sûr, je voulais qu'il y ait un État hébreu, mais si on devait me poser la question, à l'heure de la déclaration de l'État, est-ce qu'on doit le proclamer ou ne pas le proclamer? Moi, j'aurais été pris de peur. Et j'aurais dit, oh, peut-être que ça vaut la peine d'attendre encore 30 ans. Et il me semble que chacun de nous aurait été pris de peur à un tel moment. Ben Gurion, au sujet duquel j'avais des doutes, et je ne le tenais pas en trop grande estime, lui n'a pas eu peur. Gamar Vesavar. Il a pensé et il a agi. Des milliers, des dizaines de milliers de juifs voulaient un État hébreu. Mais même, Avalgam Anshe, Ravevot מישראל רצו במדינה העברית. אבל גם אנשי המעשה שעשו, לא כל איש מעשה מביא את המעשה שלו לידי גמר. Mais même parmi les gens d'action qui ont fait beaucoup de choses, pas tous ont finalisé leurs actions. וחז"ל אמרו, אין המלאכה נקראת, אלא על מי שגומרה. Et comme on dit nos sages, une action porte le nom de celui qui l'a achevé. Ce qu'on fait véritablement, c'est la décision, c'est la volonté. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, quand on lui demande, mais quel est le nes dont on se félicite? Quel est le miracle pour lequel on récite le Hallel la nuit du Yom HaAtzmaut, le jour du Yom HaAtzmaut? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il dit, vous savez, il y a plusieurs sortes de miracles. Il y a des miracles surnaturels. Et puis il y a des miracles naturels. Et puis il y a aussi des miracles psychologiques. Et là, c'est un miracle psychologique. Imaginez-nous, 2000 ans presque, nous avons été privés d'indépendance et de souveraineté. Faire le pas du retour dans la souveraineté, sachant tous les risques, tout ce que tu risques, il fallait avoir un courage surnaturel. Et c'est cela, c'est notre volonté nationale. C'est la volonté nationale de nos dirigeants. C'est notre désir national que nous sommes en train de fêter. Et pour terminer, je voudrais juste, nous avons déjà dépassé de quelques minutes le temps qui nous incombe, mais quand même, je voudrais citer une autre personne, Binyamin Zeev Herzl. Binyamin Zeev Herzl, en 1897, en août 97, il quitte le premier congrès sioniste et il écrit dans le train qui le ramène à Paris, je crois, enfin bon, il écrit dans le train une chose qui est très célèbre, mais dont on connaît uniquement le début, mais une citation dont on connaît que le début, mais très souvent on oublie la fin. C'est que il dit la chose suivante: à Bâle, j'ai créé l'État juif.
Je ne sais pas s'il verra le jour dans 5 ans, mais il verra certainement le jour dans 50 ans. Et là, tout le monde de dire, fin de citation pour l'instant, pause, oh, kol hakavod, quel prophète, etc., etc. Mais on a l'impression que c'était juste il a gagné, il a eu tout simplement de la chance. Mais véritablement, ce n'était pas de la chance parce qu'il continue. Il dit, mais qu'est-ce que c'est un État? Un État, c'est avant tout une volonté d'État présente chez ses futurs citoyens. Et ce que j'ai fait à Bâle, j'ai planté cette volonté dans le cœur du peuple juif, dans le cœur des Juifs. Combien de temps ça va prendre pour prendre racine, pour pousser et pour fleurir, je ne sais pas. Mais je sais que l'essentiel, la volonté nationale, elle est là. Et c'est ce qu'on est en train qu'on va célébrer ce soir. Az Yom Ha'atzmaut Sameach, Bsorot Tovot.